Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les sorties livresques du mois de juin qui m'ont tapé dans l'œil. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas compter uniquement sur ma mémoire, puisque en général, quand je fais ces vidéos à l'aide de ma simple mémoire, qui est loin d'être infaillible, même ça serait tout le contraire, je bafouille, j'oublie les auteurs, j'oublie les éditeurs, je me mélange dans les résumés, etc. Ce qui me contraint à faire de très nombreuses coupes dans mes vidéos. C'est un travail colossal qui me prend énormément de temps. Donc du coup, pour cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser mes notes. Alors vous allez certainement les voir, puisque j'ai pas mes lunettes, et que du coup, je vais devoir lire un petit peu de près quand j'aurai un trou de mémoire. Voilà, j'espère que du coup, ça va gagner un petit peu en fluidité, et que ce sera plus agréable pour vous. En tout cas, c'est vrai que pour moi, ça sera toujours un petit peu moins de travail. Voilà, donc les sorties de juin. Il y en a pas mal. En tout cas, moi j'en ai repéré 23 en grand format, 8 en poche et exceptionnellement, je vais vous présenter 4 BD. Alors vous savez que je ne lis pas beaucoup de romans graphiques, même quasiment pas. Je ne lis pas de manga. Je pense attaquer le comics d'ici les mois à venir, parce que je me suis abonnée à quelques chaînes qui en parlent pas mal et qui me donnent très envie, notamment Monsieur Kaoric. Je vous mettrai bien évidemment les liens en barre d'infos. J'ai aussi la chaîne que je suis assidûment, les Chroniques de Lully, qui en parle régulièrement, même si elle parle aussi beaucoup de manga. Mais les mangas, ça m'intéresse moins. Donc voilà, je pense que je sauterai le pas d'ici les mois à venir. Mais surtout, j'ai commencé à lire un peu des BD depuis l'année dernière, notamment avec la série Princesse Sarah, et c'est vrai que ça fait passer vraiment de très bons moments en général. Je me suis repéré du coup ce mois-ci 4 BD qui m'ont attiré l'œil. Je suis assez difficile au niveau des dessins. Donc ben, je vous montrerai ça, puisque c'est quand même les dessins, en tout cas de couverture, qui m'ont attiré. Bref, on y revient en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. On y va du coup pour les grands formats et on commence tout de suite par les sorties du 2 juin qui est bien évidemment un jour où il y a de très nombreuses sorties, on est en début de mois. Hein. Vous vous doutez bien. Les 2 premiers romans que j'ai repérés sont des petits thrillers qui n'ont pas l'air d'être si exceptionnels que ça, mais ils m'ont quand même suffisamment intriguée pour que je me les note. Le premier, c'est L'autre femme de Marie Kubica, qui sort aux éditions HarperCollins Poche. Donc là, on suit Sadie et Will, qui s'installent sur une île dans le Maine, il me semble. Et on va retrouver le cadavre de leur voisine assassinée. Les soupçons vont se porter sur Sadie et sa famille. Du coup, Sadie va décider de mener l'enquête. Voilà pour le premier. Et le second, c'est La femme à l'étage de Rachel Hawkins aux éditions Hauteville. Donc là, on suit, comment s'appelle-t-elle, Jane, qui est pet sitter et elle garde donc les animaux de riches propriétaires dans une résidence cossue. Elle va se faire renverser Eddie, par Eddie, qui est un riche, mystérieux et bel homme. Mais il est veuf et du coup, est-ce que Jane va réussir à prendre la place, entre guillemets, de la défunte épouse? Donc on est toujours le 2, sort Le système de Ryan Gattins aux éditions Fayard. Donc on est en 1993, dans les quartiers sud de Los Angeles. Scrappy est abattue et laissée pour morte. 2 membres de gang, Wizard et Dreamer, vont être accusés de cette tentative d'assassinat. L'un est coupable, l'autre est innocent, mais la loi du gang leur interdit de parler et de se dénoncer. Voilà, et on rentre en fait dans le système judiciaire américain avec ses travers et donc ses avantages, ses inconvénients, etc. Et je pense que ça va beaucoup m'intéresser. En tout cas, celui-ci est sans doute en haut de liste. Ensuite, toujours le 2, j'ai repéré Le long hiver, le tome 1, L'hiver du monde de A.G. Rydell aux éditions Brajlon. Donc là, on est dans un futur proche où la glace se répand, l'humanité est au bord de l'extinction. Et on va se retrouver avec, comment s'appelle-t-elle, Emma, qui est une commandante de station spatiale en orbite. Alors je ne sais plus si c'est autour de la Lune ou autour de la Terre, je ne sais plus. Et également James, qui est un éminent scientifique. Et à tous les deux, ils vont devoir faire des choix pour tenter de sauver l'humanité. Bon, ben, c'est un roman d'anticipation. J'aime beaucoup ce genre de roman. Et du coup, je me suis noté celui-ci.
Donc on est toujours pour le 2 juin, j'ai noté La fille du Reich de Louise Fane aux éditions Hauteville. Donc là on est avec Hattie qui retrouve son ami d'enfance, Walter, et il tombe amoureux. Sauf que Hattie est la fille d'un haut dignitaire nazi, et, enfin haut officier en tout cas, et Walter est juif, donc bien évidemment ça va poser problème. Comme vous le savez, la Seconde Guerre mondiale est une période qui m'intéresse beaucoup, donc forcément je me note quasiment tous les livres que je vois passer qui concernent cette période de l'histoire. Et ensuite, j'ai repéré, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais Brajlon fait ses sorties d'intégrales à 10 euros. Il y a des périodes comme ça où ils font ces grandes offres. Et j'en ai repéré une en particulier qui me branche beaucoup. Alors en fait, j'ai déjà les romans en e-book, mais j'ai trouvé ce livre, enfin cette couve super super jolie et j'ai envie de craquer. Je ne les ai pas encore lus. C'est Le Paris des merveilles de Pierre Pével. Donc pour l'histoire, on est dans un Paris du début du XXe siècle avec d'étranges créatures et on va suivre Louis, alors qui enquête sur un trafic d'objets enchantés et il va se retrouver mêlé à une série de meurtres. Il va devoir faire équipe avec une fée renégate qui s'appelle Isabelle Saint-Gilles. Et voilà, c'est tout ce que je sais. Je sais que cette série est plutôt bien notée et moi, elle me branche beaucoup. Ensuite, on passe... Non, on est toujours sur le 2. Et là, j'ai vu une petite série genre Cozy Mystery que Albin Michel va commencer à sortir. Donc, le tome 1 et le tome 2, en fait, sortent le 2 juin en même temps. C'est les enquêtes de Lady Rose. Alors, le tome 1 s'intitule Meurtre et séduction et le tome 2, Soupçons et préjugés. Donc là, on suit Lady Rose qui est une fille d'un notable, sauf qu'elle fait le désespoir de ses parents parce qu'elle est plutôt insouciante, rebelle, enfin voilà. Le jour où un homme va faire la cour à Lady Rose, son père va demander au capitaine, comment s'appelle-t-il, comme d'habitude, Harry, d'enquêter sur cet homme-là pour savoir s'il est... si c'est un personnage qui est apte, enfin, si c'est un homme qui est bon pour sa fille, voilà, je vais y arriver. Et du coup, le capitaine Harry et Lady Rose, a priori, vont plus ou moins se rapprocher. Et quand le capitaine Harry va devoir enquêter sur une série de meurtres, il va demander l'aide de Lady Rose. Voilà. Donc on voit bien la naissance d'un petit duo d'enquêteurs bien sympathiques qui, je pense, peuvent être très intéressants à suivre. Ensuite, j'ai repéré jusqu'au dernier de Finbar Hawkins aux éditions Casterman. Donc là, on suit une jeune sorcière dont la mère a été assassinée et elle décide de retrouver en fait tous les meurtriers de sa mère un par un et de se venger de chacun d'eux. Donc c'est à l'époque a priori où le roi d'Angleterre ne supportait pas les sorcières, hein, donc on est dans cette époque-là, on est dans cette ambiance-là et franchement je suis bien tentée. Ensuite, oui, toujours le 2 juin, sort le tome 2 de la série, de la saga Andrea Corte chez Albin Michel Imaginaire. Le premier s'intitulait L'émissaire des morts et ce tome 2 s'appelle La troisième griffe de Dieu. C'est écrit par Adam Troy Castro. Dans le tome 1, on suivait Andrea Corte, qui a été témoin de l'assassinat de ses parents et d'un véritable génocide. Plusieurs années plus tard, elle est devenue l'enquêtrice du procureur et elle est envoyée en mission pour enquêter sur des meurtres dans un système dirigé par des intelligences artificielles, si j'ai bien compris. Et bien sûr, il va falloir qu'elle mène l'enquête sans provoquer d'incidents diplomatiques. Je sais que ce roman a été très bien reçu, qu'il a l'air très très bien, très très bon. Je suis fan de science-fiction et du coup, il me fait hyper envie. Ce qui me retient un peu, c'est les prix des bouquins. Les grands formats Albin Michel Imaginaire sont pas donnés. Je verrai du coup si je craque ou pas. J'ai vu que sortait un tome 4 d'une saga qui a l'air d'être un cozy mystery comme Lady Rose. Ça s'appelle Une enquête de Lovely Day et Ryder. Donc là sort le tome 4 et du coup j'ai regardé un petit peu les 3 premiers tomes et du coup c'est vrai que la saga me tente pas mal. Donc le tome 1 s'intitule Le Corbeau d'Oxford, le tome 2 Un pique-nique presque parfait et le tome 3 Meurtre en coulisses. Ce tome 4
donc qui sort le 2 juin, c'est Le secret de Briar's Hall, et c'est écrit par Faye Martin, et ça sort chez Albin Collins Noir. Donc, on est dans des enquêtes en duo avec une jeune policière, donc Loveday. Je viens de le lire, vous voyez pourquoi je vous disais ça, les poissons rouges, tout ça, tout ça. Je viens à peine de vous le dire et je l'ai déjà oublié. C'est une catastrophe. Donc la jeune policière, c'est Loveday, et un médecin légiste qui s'appelle Ryder. Voilà. Ça a l'air d'être très sympa et du coup, je me suis notée. C'est une catastrophe, au secours. Ça y est, on passe au 3 juin avec le premier que j'ai repéré, c'est Pour tout te dire de Gilly Macmillan aux éditions Les Escales. Donc là, on suit Lucie et Dan qui sont deux écrivains. Lucie a une carrière qui est au beau fixe, tandis que Dan est au point mort. Donc autant dire qu'il y a un peu d'eau dans le gaz dans le couple, plutôt au niveau jalousie par rapport à leur travail. Et puis Dan va disparaître. Donc Lucie va être sous les feux des projecteurs, puisque en plus elle a déjà été témoin de la disparition de son frère il y a des années auparavant. Voilà, donc c'est un petit peu mystérieux, c'est autour de l'écriture, enfin en tout cas du métier d'écrivain, ça me plaît bien, et voilà, on verra. Ensuite, je me suis noté La vie invisible d'Adil Larue de V. Schwab qui sort aux éditions Lumen. Donc on est en 1714, on suit Adi qui fait un pacte avec le diable. Elle troque la vie éternelle contre... alors c'est pas une invisibilité, c'est-à-dire qu'en fait les gens ne se rappellent pas d'elle. Voilà, donc elle devient personne pour les gens qui l'entourent, et voilà, elle peut donc pas se lier avec qui que ce soit. Plusieurs années après, à New York, dans une librairie, un homme va la reconnaître. Voilà, donc tout part de ce postulat-là, et ben ça m'intrigue pas mal. Ensuite, donc on est sur le 3 juin, je vous le rappelle, sort Temps mort d'Ariel Hotz aux éditions Slalom. Donc là, on suit Léo qui a 17 ans et qui bascule dans une fontaine dans les catacombes de Paris. Et il va se retrouver dans un autre Paris, donc qui est une réplique négative du Paris qu'il connaît. Et il va rencontrer la mystérieuse Alma, avec qui il va s'allier pour combattre des clans au pouvoir, au super pouvoir. Enfin voilà, quelque chose de très fantastique qui me branche pas mal. J'aime bien l'écriture d'Ariel Hotz, j'avais adoré sa saga Les Sœurs Carmine, et du coup j'ai bien envie de me prendre celui-là. Il y avait Bipocalypse aussi, je crois, qui me tentait beaucoup de cet auteur. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. En tout cas, celui-ci me branche bien. Ensuite, on passe au 9 juin. Oui, ça y est, on change encore de jour. J'ai repéré le cerf-volant de Laetitia Colombani aux éditions Grasset. C'est l'autrice qui a écrit La Tresse, que je n'ai pas lu, mais qui a eu de très bons retours. Et là encore, on est dans une histoire où plusieurs destins vont se croiser. On est en Inde. En quelle année? Je ne sais pas, c'est pas écrit. Et on va suivre Léna, qui est une ancienne étudiante et qui va rencontrer la chef d'une brigade d'autodéfense féminine, et également une petite fille qui a été recueillie par son cousin ou son oncle, je ne sais plus, mais qui du coup est exploitée dans le restaurant de celui-ci. Voilà, donc c'est trois destins de femmes, filles, qui vont se croiser, et on va découvrir, j'imagine, un peu l'Inde, l'histoire de l'Inde au travers de ces trois personnages, et j'ai très envie de le découvrir. Après, j'ai repéré, le 10 juin, on passe Le livre écorché de ma vie de Lucius Shepard aux éditions Le Bélial. Vous savez, c'est la collection Une heure lumière. J'ai eu un trou. Et là, on suit Thomas qui est écrivain, encore, et qui va découvrir un roman par un auteur qui est un homonyme et qui, en creusant un petit peu, a beaucoup de ressemblances avec lui. Voilà, c'est très intriguant. C'est très, vous savez, ces petits livres très courts, et j'ai toujours pas franchi le pas pour m'acheter un livre de cette collection. Ça va forcément arriver très rapidement. Ensuite, j'ai repéré le tome 2 de Nevernight, Les Grands Jeux de J. Christophe aux éditions de Saxus. Vous savez que j'ai le tome 1 qui est ici. Oups là, vas-y, je dégomme ma pop. Oups.
Non, ça va, il tient. Je voulais le lire pour le mois de la fantaisie, ça va bientôt se terminer, je n'ai pas eu le temps, mais je pense que je vais quand même l'attaquer, et tant pis si je déborde, pardon, si je déborde sur le mois de juin. Donc le premier tome c'est N'oublie jamais, on suit Mia qui a assisté au massacre de sa famille parce qu'ils étaient soi-disant des traîtres. Elle va être récupérée par un assassin et va intégrer une école d'assassins pour apprendre le métier et aussi pour préparer sa vengeance. Il y a des retours aussi bien positifs que négatifs sur ce roman, donc j'espère me faire ma propre idée très prochainement pour pouvoir éventuellement m'acheter ce tome 2 qui sort donc le 10 juin. Ensuite, le 11 juin, encore un tome 2 dont le tome 1 est dans ma palle et que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais celui-ci va être certainement beaucoup plus rapide à lire puisque c'est Eden Island. Donc le tome 1 s'appelait Le Secret, tout simplement. Donc on suivait Analia qui habite sur Eden Island, qui est une archipel qui a survécu à la montée des eaux de façon plutôt positive, enfin en tout cas ils s'en sortent très bien, c'est un petit paradis, et elle va rencontrer Ayland, je crois, oui c'est ça, Ayland ou Ayland, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, un jeune homme qui lui vient d'une archipel où les gens s'en sortent pas aussi bien. Donc forcément, ça va bousculer un petit peu les croyances, les convictions de Analia, et on va donc se retrouver dans cette dystopie, et ça me... je sais pas si c'est une dystopie, peut-être plutôt anticipation... voilà, roman futuriste, enfin je ne sais pas exactement, mais en tout cas ça me branche vraiment, vraiment beaucoup. Il y a eu beaucoup de retours très positifs et j'ai très envie de me lancer dans cette lecture. Ensuite, le 15 juin sort la malédiction pardon, de Satapour de Sujana Massey aux éditions Charleston. Donc là, on est de nouveau en Inde en 1922 et on va suivre la première femme avocate qui va être chargée d'enquêter sur la mort du Maharaja et de son fils aîné. Donc on est de nouveau en Inde. Franchement, je pense que c'est un sujet qui, enfin en tout cas un pays, une histoire qui m'intéresse en ce moment puisque je repère pas mal de romans qui parlent de ce sujet-là. Donc voilà. Ensuite, on passe au 16 juin où j'ai repéré Ce monde qui est le mien de Jen, pardon, je l'ai sous les yeux, j'arrive à me tromper. Bref, Jen Kalonita, bon, même jusqu'au nom de famille. Je recommence. Ce monde qui est le mien de Jen Kalonita aux éditions Hachette. Vous savez, c'est un twist and tell Disney. Et là, on revisite. Alors, en général, on revisite les contes Disney. Là, c'est pas vraiment une revisite. On est sur le conte d'Hercule. Et c'est plutôt une suite imaginée autour de Mégara. Voilà. Ben justement, hein, c'est des personnages dont on parle peu. Et j'ai envie de découvrir du coup ce qu'en a fait l'auteur. Ou l'autrice. Je ne sais pas. Ensuite, le 23 juin sort Et le chêne est toujours là de Sophia Ludberg aux éditions Kalman Levy. Donc là, on va rencontrer Esther, qui est en plein divorce douloureux. Elle prend l'habitude d'aller s'asseoir sur un banc, sous un chêne, et c'est là qu'elle va rencontrer Ruth, qui est une personne âgée, donc une vieille dame très optimiste, mais qui apparemment cache un petit passé sombre. Voilà, alors c'est un contemporain, je ne sais pas vraiment quoi en penser, je ne sais pas si ça va être triste, si ça va être feel good ou pas. En tout cas, la rencontre de ces deux personnages m'intrigue pas mal. Ensuite, donc on est toujours sur le 23, il me reste donc deux romans à vous présenter en grand format. Ce sont deux romans des éditions Bookmark que je commence à suivre un petit peu depuis que donc j'ai beaucoup aimé la saga Evie Wild, enfin j'ai lu les deux premiers tomes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la saga Accords corrompus, là également j'ai lu les deux premiers tomes. Donc ben, je commence à suivre un petit peu plus assidûment les sorties de cette maison d'édition, surtout dans leur collection Urban Fantasy et Onirique. Et du coup, le premier que je vous présente, c'est une sortie de la collection Urban Fantasy. Ça s'appelle Alicia Smith, le tome 1, Toujours se méfier du vampire qui dort, pardon, de Julie Sorel et donc Bookmark, collection Urban Fantasy, comme je vous ai dit déjà 40 fois. Donc là, on suit Alicia, du coup, qui est une magicienne, mais qui a très peu de scrupules et qui gagne sa vie en arnaquant les gens, qu'ils soient humains ou non. Et un jour, elle va accepter un contrat qu'elle n'aurait pas dû, a priori, puisqu'elle va
délivrer un vampire endormi depuis très longtemps et apparemment ça va pas être une très bonne idée. Voilà, c'est tout ce que je sais, mais ça a l'air bien sympa. Et le deuxième sort donc le 28 juin, ça s'appelle Kitty Davenport, donc c'est également un tome 1, La vengeance du renard de Telly James. Et cette fois c'est dans la collection Onirique. Donc là on suit Kit, qui est une voleuse qui a des capacités un petit peu exceptionnelles et qui va devoir s'allier à 3 hommes sexy. Alors je vais vous lire carrément la phrase qui m'a convaincue. Il y a marqué à la fin du résumé: attention, ce roman contient une héroïne badass et plusieurs hommes sexy. Pourquoi choisir? De la violence et de la grossièreté. Voilà, autant vous dire qu'ils m'ont convaincu rien qu'avec cette phrase. Voilà pour les sorties grand format. Je vais donc maintenant passer aux 8 sorties poche que j'ai repérées. Donc on revient en bobine, on revient en arrière au 2 juin et on se retrouve avec Blood Sisters de Jane Cory, aux éditions J'ai lu. Donc là on est un matin de mai, il y a 3 petites filles qui rentrent de l'école et une va disparaître. 15 ans plus tard, on retrouve Kitty, qui est enfermée dans une maison de repos. Elle ne parle plus, donc autant vous dire qu'elle ne se remet pas de cet événement. Et on va aussi suivre Allison, qui elle fait comme si de rien n'était. Voilà, donc un drame qui m'intrigue beaucoup et qui va aller dans la psychologie des personnages, et je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai repéré un roman que j'avais déjà repéré, en fait il est déjà sur ma wishlist, pardon, mais en version grand format. Donc là, il sort chez le livre de poche, c'est Le jour où Kennedy n'est pas mort de R.J. Ellory. Donc là, ben, le 22 novembre 63, Kennedy n'est pas assassiné. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va suivre Mitch, qui apprend le suicide de son ex-fiancé, et il trouve ça très étrange, donc il va enquêter sur la mort de son ex-fiancé. Voilà, donc en fait, ça m'intrigue dans le sens où on est dans une uchronie, puisque Kennedy n'est pas mort, mais en même temps, on suit une histoire qui n'a pas forcément de lien. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. J'avais vu de très bons retours, et du coup, ben, comme je l'avais repéré en grand format, je pense qu'en poche, il y a de grandes chances que je me le prenne. Le prochain que je vous présente, donc c'est toujours le 2 juin, c'est également un roman qui est dans ma wishlist grand format depuis très longtemps. C'est Everless, le tome 1, donc Everless, de Sarah Holland aux éditions Le Livre de Poche. Ouais, cette duologie, je crois que c'est une duologie, hein. N'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais il me semble, me botte depuis super longtemps, et ben, je pense que sa sortie poche, ça va être le petit déclic qui va faire que je vais enfin me la procurer. Donc là, on est dans un monde où en fait on obtient un métal à partir du temps qui coule dans nos veines. Et on suit Julie, dont le père ne fait que vendre, donc ça s'appelle le fer de sang, pour pouvoir faire vivre lui et sa fille en fait. Et du coup Julie, pour protéger son père, enfin en tout cas pour éviter qu'il ne vende trop de fer de sang, trop de son temps quoi, en fait, de vie, elle va décider de se faire engager à Everless. A priori, ils y ont déjà vécu avec son père, et il y a eu un événement tragique, ou enfin en tout cas un événement qui fait que son père lui a complètement interdit d'y retourner. On ne sait pas quoi, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, Julie va malgré tout y aller. Voilà, j'aime bien cette idée de faire de sang, de temps, de vie, enfin voilà. Et j'ai envie de découvrir cette saga. Ensuite, on passe au 3 juin où j'ai repéré la sortie poche d'un roman de Karen Ponte, Et ton cœur qui bat, donc dans lequel on suit Roxane. Alors il me semble qu'elle a un blog ou quelque chose comme ça, où elle aide les gens à s'organiser des sorties, des week-ends, où elle présente ses propres week-ends, enfin je ne sais plus exactement. Quoi qu'il en soit, elle va se retrouver dans un hôtel où il y a un petit chien abandonné devant chaque porte de chambre. Donc vous venez là en sachant que vous allez passer le séjour avec ce petit chien. Et à la fin de votre séjour, ben, soit vous l'abandonnez, vous le laissez, hein, soit vous l'adoptez. Voilà. Donc je sais que je n'ai lu qu'un seul roman de Karen Ponte, mais j'avais beaucoup aimé. Je sais que ça traite souvent de sujets difficiles, mais en même temps,
Ça, il y a beaucoup de notes d'espoir dans ces romans, c'est plutôt feel good au final. Donc voilà, je me suis noté celui-là, je pense que je me le procurerai. Ensuite, donc toujours le 3 juin, j'ai repéré La Villa aux étoffes, le tome 1 d'Anne Jacobs aux éditions 18. Donc là, on est près de Munich, dans une villa qui s'appelle la Villa des Étoffes, et on suit une famille à l'aube de la Première Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc qui travaillent, donc qui ont une industrie de tissus, il me semble. Et donc on va suivre un petit peu tous les membres de cette famille, mais aussi les serviteurs. Donc Maria, la cuisinière, Marie, la cuisinière, Katharina, qui est la cadette qui se prépare à être présentée au beau monde. Et Paul, qui est le frère aîné et donc l'héritier de l'industrie. Voilà, tout ça à l'aube de la Première Guerre mondiale, une saga familiale et un peu d'après les critiques, enfin d'après les, pas les critiques, pas encore, d'après les informations qui étaient notées sur le roman, c'est plutôt dans le style Downton Abbey. Je n'ai pas vu la série, mais j'en ai pas mal entendu parler et voilà, ça me branche pas mal. Ensuite, on passe au 10 juin où j'ai repéré La belle-mère de Sally Hepworth aux éditions Archipoche. Alors, il est sorti en grand format il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. J'avais déjà hésité à le mettre dans ma wishlist. Bon, finalement, ne me branchez pas suffisamment, en tout cas, pour me le procurer en grand format. En format poche, c'est autre chose. Donc là, on suit Diana, qui est intraitable avec ses enfants et leurs conjoints respectifs. Et 10 ans après avoir rencontré donc Holly, qui est son... donc Lucie, non, je recommence, enfin pas tout à fait. On suit Lucie qui a rencontré Holly, donc qui est le fils de cette Diana qui est intraitable avec ses enfants et leurs conjoints. Et 10 ans après, Diana va être retrouvée morte. Et elle a laissé un petit mot en disant qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre avec le cancer, sauf qu'à l'autopsie, on va se rendre compte qu'en fait, elle n'avait pas de cancer. Donc autant dire que c'est très troublant. Et donc il va apparemment ressortir des histoires de famille. Donc là, on est encore dans une saga familiale, mais là, un petit peu plus dans le thriller. Voilà, donc je ne sais pas encore si je me le procurerai, mais en tout cas, je me le suis noté. Et ensuite, l'avant-dernier, le 11 juin, j'ai repéré Deux faucons de l'autre terre de Philippe José Farmer aux éditions Mnemos dans leur collection Helios. Je ne suis pas certaine que ce soit un format poche. Il me semble que la collection Helios de Mnemos est un format poche, mais il est possible que je me trompe. Quoi qu'il en soit, donc dans ce roman, on suit Roger Tuox, qui est un pilote de combat. Et il faut savoir que c'est aussi un Iroquois, donc ça a un peu son importance, c'est pour ça que c'est précisé. Donc il va se retrouver dans une embuscade au-dessus de la Roumanie, et son avion donc va être abattu, donc il va sauter en parachute. Il est censé se retrouver en Roumanie, sauf qu'apparemment il va atterrir dans une espèce de monde parallèle, alternatif. Alors, je ne sais pas comment trop expliquer ça, c'est-à-dire que là le continent américain n'existe pas, les Amérindiens n'y ont donc pas migré, ils sont là, et il va donc se retrouver au milieu de gens, peut-être de son peuple, etc. Bref, voilà, c'est un petit peu intriguant dans le sens où c'est pas une uchronie, c'est voilà, une histoire de monde parallèle, de monde alternatif, voilà. Donc ça m'intrigue pas mal. Ensuite, le dernier poche que j'ai repéré, sort le 24 juin. C'est une enquête de Sparks et Benbridge, pardon. J'ai le tome 1 dans ma palle, vous savez, c'est un mariage presque parfait, qui est sorti aux éditions 10-18 et qui est écrit par Alison Monclar. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais je me suis noté du coup la sortie du tome 2, parce que si je lis prochainement ce tome 1 et qu'il me plaît, je me procurerai forcément ce tome 2, je vais y arriver. Donc le tome 1 c'est un mariage presque parfait, le tome 2 c'est un mariage royal, il ne me semble pas que je vous l'avais dit. Voilà, donc dans le tome 1, on suit Iris et Gwendoline, qui sont deux femmes qui n'ont pas grand-chose en commun, mais qui décident de monter ensemble une agence matrimoniale. Et sauf que ça va partir en cacahuète, puisque leur première cliente va être retrouvée assassinée après le rendez-vous qu'elles avaient préparé pour elle avec un homme. Hein. Donc voilà, elles vont mener l'enquête pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé et aussi pour ne pas être accusées
en tout cas mise en cause dans ce meurtre. Voilà, donc ça me branchait vraiment beaucoup, beaucoup. Je pense me le lire peut-être cet été, je sais pas, mais en tout cas, voilà, je me suis noté le tome 2. Voilà pour les formats poche. On attaque maintenant aux 4 derniers titres que je vais vous présenter. Comme je vous disais en début de vidéo, ce sont des BD. Des BD qui m'ont simplement été attirés pour les 2 premières par leur couverture et pour les 2 suivantes par leurs auteurs. Je vous explique. Donc on revient encore une fois en arrière au 2 juin avec la sortie de Side Show, le tome 1 Charlie, donc de Eric Corberan et Emmanuel Despujol aux éditions Soleil. Donc là on suit Charlie qui a le pouvoir de neutraliser les vampires rien que par sa présence. Il va intégrer une troupe ambulante de monstres de foire et il est accompagné par une Lamie qui est dans le corps d'une petite fille. Alors ça doit être un personnage féerique ou quelque chose comme ça, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, franchement j'ai adoré la couve, j'ai feuilleté quelques planches sur le site. Ça a l'air vraiment très sympa et du coup voilà, si je craquerai peut-être. Le deuxième sort le 9 juin, c'est le Manoir Sheridan, tome 1, La Porte de GN, de Jacques Lamontagne et Yima. Et ça sort aux éditions Vent d'Ouest de Glénat. Alors là, c'est vraiment que la couve, puisque sur le site, on ne peut pas feuilleter, donc je n'ai pas vu de planche. Donc c'est vraiment que la couve qui m'a vraiment attirée. Et le résumé, donc là, on est au Canada en 1922, ensuite Daniel, qui est sauvé de la noyade par Angus. Angus va le ramener dans son manoir et en se promenant dans le manoir, bien sûr dans une aile où il n'a pas le droit d'aller, Daniel va découvrir le corps de Edana, qui est la nièce d'Angus, dans un espèce de coma, ou enfin on ne sait pas trop, et à la suite de ça, il va être contraint de passer un pacte avec Angus. Voilà, c'est très intriguant, ça a l'air très sombre, ça a l'air un peu flippant. Je sais vraiment pas, j'irai feuilleter certainement en librairie pour pouvoir me donner une idée. Et si les dessins me plaisent, il y a des chances que je craque. Et enfin, donc les 2 dernières, comme je vous disais, ce sont par les auteurs que j'ai été tentée. Le premier, c'est Phobos, le tome 1, L'envol des éphémères de Victor Dixon et Eduardo Francisco, qui sort aux éditions Glénat. Phobos, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma wishlist. Je n'ai jamais franchi le pas, je n'ai pas lu la saga. Et je me disais que peut-être le lire en BD, essayer en tout cas le premier tome. Soit ça m'incite à attaquer la saga roman, soit ça me plaît en BD et je continue la saga en BD. Donc là, je vous rappelle grosso modo l'histoire, on suit 6 filles, 6 garçons qui ont 6 minutes pour se séduire. Tout ça dans un vaisseau spatial sous le regard des caméras et en route pour la Lune ou Mars? Mars? Pour Mars, oui, Mars forcément, puisqu'ils sont censés la coloniser. Voilà, c'est de la science-fiction en plus, donc autant vous dire que tout pour elle. Et la dernière, c'est la BD, la dernière BD d'Olivier Gay qui s'appelle Les Nécromants, le tome 1, Le réveil de l'archimage, avec les dessins de Tina Valentino. Donc c'est un diptyque, ça c'est bien, c'est une bonne idée. C'est comme ça, c'est que 2 titres à acheter si jamais ça me plaît. J'aime beaucoup l'écriture d'Olivier Gay, j'ai lu pas mal de romans de lui. Et là, on suit, alors, on est dans un monde où les nécromants peuvent utiliser les compétences des morts. Et Morla va être possédé par un ancien archimage. Et c'est son frère qui est amené du coup à essayer de trouver une solution pour l'aider. Sauf que son frère est un presque loser, on va dire. C'est l'anti-héros de base, comme aime bien nous les présenter Olivier Gay. Donc je pense que c'est une saga qui peut être drôle. Et j'ai regardé un petit peu les dessins, ça a l'air vraiment, vraiment sympa, vraiment joli. Donc voilà, je pense que cette saga pourrait bien finir dans ma palle. Voilà, voilà, j'en ai terminé. J'espère du coup que vous aurez trouvé cette vidéo plus fluide. En tout cas, moi j'ai été un petit peu plus à l'aise que d'habitude, un petit peu moins crispée. J'espère que ça se verra et que pour vous, du coup, ça sera plus agréable à regarder. N'hésitez pas à me dire si les romans que je vous ai présentés vous tentent, si vous avez d'autres romans que vous avez repérés, que je n'ai pas notés, puisque moi j'adore me faire des wishlists. La mienne doit faire plus de 500 livres, mais c'est pas grave. Du coup, en fonction des envies, je pioche dedans quand j'ai envie de m'acheter un roman.
Et voilà, j'aime bien ça, donc surtout n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez repéré d'autres romans. Sur ce, ben, je vais m'arrêter là puisque je pense que cette vidéo est déjà très longue. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!